Alors, je vais essayer de présenter, pour peu que ça marche. Alors, bon, voilà, il y avait une animation. Vous êtes au courant qu'il y a actuellement tout un envahissement. Vous avez vu là tout à l'heure la bibliothèque qui était présentée, un envahissement de bouquins, de revues sur les technologies, les nouvelles technologies. Et ces technologies ne sont pas forcément aussi nouvelles qu'on pourrait le prétendre, mais elles ont une caractéristique particulière, c'est qu'elles posent un nouveau type de questions sur les rapports au corps et à l'esprit, tout au moins sur des prototypes de représentation qu'on a du corps et de l'esprit. Et je reviendrai tout à l'heure sur l'intelligence artificielle et sur la robotique. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a une espèce de conviction moderne, de mythe néotechnologique. On appelle ça les néotechnologies depuis les NBIC, il y a maintenant 15 ans, les nano, bio, info, cognitique, technologie. C'est cette conviction moderne et l'idée, là, qu'on le veuille ou pas, par les milliardaires qui ont décidé de faire avancer le monde comme ils le souhaitent. Et ces milliardaires, ou ces hommes politiques, milliardaires aussi, se répartissent à l'ouest avec les USA et les GAFA, vous le savez. Hein. On a des Macintosh, des Apple, des Microsoft, donc des Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft et IBM, évidemment, avec Watson, mais également Netflix, Airbnb, Tesla, Uber. Les Uber, actuellement, ça sert à essayer d'avoir des taxis sans personne, autonomes, complètement. Voilà. Alors on peut dire, oui, ils ont écrasé une femme qu'ils avaient retrouvée, qui pensait être une poubelle. C'était le dernier accident. Ça fait un accident, mais sur combien? Voilà, c'est ça. Si on devait interdire toutes les choses qui font encore plus d'accidents, plus personne ne circulerait à trottinette, à vélo, à moto, en avion, etc., etc. Et puis, d'autre côté, on a à l'Est la Chine, la Corée, le Japon et la Russie pour l'intelligence artificielle, qui sont en compétition majeure, sachant qu'il y a derrière des enjeux qui sont évidemment commerciaux, mais aussi de supériorité nationale. Alors, on parlait tout à l'heure j'ai apprécié votre intervention tout à l'heure sur les problématiques de culture et de la morale par rapport à la culture. J'étais il y a quelque temps au Japon. Les robots sont nos amis. Les robots sont nos amis et les gens veulent des robots. Mais à côté des robots, il y a plein d'hommes. Il y a plein, la plupart des retraités ont des petits emplois de manière volontaire. Et nous, on n'a ni les robots ni les hommes. Voilà. On a un petit problème comme cela. Et donc, on a toute une politique qui consiste à essayer justement dans les écoles d'ingénieurs, et j'ai entendu cet argument auquel j'ai été sensible tout à l'heure, sans prendre position, ce qui consiste à ce que tous nos élèves ingénieurs, on en a parlé tout à l'heure, soient formés à l'entrepreneuriat pour fabriquer des aides pour les personnes âgées, pour les mélancoliques, pour ce que vous voulez, enfin pour toute la psychiatrie, bien évidemment, mais également pour l'aide au vieillissement, à l'éducation, à la rééducation, etc., etc. Et on se retrouve dans un système qui est un système de grande confusion, avec des technologies qui explosent, des gens qui veulent faire de plus en plus de rentabilité avec, de plus en plus de pouvoir, voire de pouvoir territorial, et qui ont des arguments complètement différents les uns des autres, et on arrive à un système qui est un système d'incommunication par rapport à ces positions, à ces postures, que je vais essayer de montrer. Alors, voici un exemple, pareil, j'ai pris simplement cet exemple, l'exemple de l'IA. On parle d'intelligence artificielle. L'IA, ça pose quoi? C'est la course à la puissance. Oui, mais pas que. Nous avions là, le 4 juin, vous voyez en haut, dans l'école que je dirige, une conférence autour de la chaire IBM Watson que nous avons ouverte.
puisque l'État n'est plus capable d'entretenir les écoles d'ingénieurs, il faut bien trouver des gens qui permettent de former les citoyens de demain. Et donc, il faut se reporter sur la rentabilité des grandes entreprises. Nous avons donc les chers avec IBM. Et nous travaillons avec Watson. Et IBM, qu'est-ce qu'ils font? À Montpellier, ils font de l'IA quantique. L'intelligence artificielle quantique. C'est quoi l'intelligence artificielle quantique? C'est des puissances de calcul dans le futur, mais inimaginables. Inimaginables. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que l'on est en même temps en train de penser à un nouveau paradigme de la pensée calculatoire. C'est-à-dire que 2 et 2, dans une logique booléenne avec une machine de Turing, comme ça, c'est facile à faire. Vous prenez 2 bits d'un côté, vous ajoutez 2 autres bits, vous le comptez à la fin, ça en fait 4, etc. Et vous pouvez le faire de manière très rapide. Là, il ne s'agit plus de ça. Vous êtes dans des états qui sont des états de superposition. Et vous avez une autre façon de penser qui fait que vous ne pouvez que l'interpréter avec votre aptitude cognitive actuelle et qu'il va falloir passer à d'autres aptitudes cognitives. Je parlais encore du Japon. Vous savez, les gamins au Japon, ils n'apprennent pas à parler et ils n'apprennent pas à compter avec des chiffres arabes. Ils font des traits dans l'autre sens, ils comptent les points, ce sont des images et ça donne les mêmes résultats que ce que nous apprenons à nos enfants avec les tables de multiplication. C'est un autre système de pensée. Et là, nous sommes dans des périodes qui font que nous allons être confrontés à d'autres systèmes de pensée qui nous échappent complètement, dont nous n'avons pas idée, qui sont des choses que les jeunes que nous formons vont maîtriser, mais que nous ne sommes plus capables de maîtriser. Et cette chose-là, elle se fait avec une espèce de logique qui était la logique de l'exponentielle. Ça se fait de plus en plus rapidement. Vous connaissez la logique de l'exponentielle. Mettez sur un échiquier, vous mettez un grain de riz. Sur la deuxième, vous doublez, vous mettez 2 grains de riz. Sur la troisième, 4 grains de riz. Sur la quatrième, vous doublez, vous avez 8 grains de riz. Et à la fin, vous avez ce que l'humanité a créé de culture de grains de riz depuis le début de l'agriculture. Voilà. C'est ça la logique exponentielle. On est confronté à autre chose dont on n'a aucune idée, c'est l'explosion. Et cette explosion, elle est habituellement, on la trouve, c'est une vieille histoire, mais maintenant ça va de plus en plus vite. Et à chaque fois, on s'aperçoit que d'abord, on a une espèce de phase d'incrédulité en disant, bof, ça ne marchera pas. C'est pas grave. Et à un moment donné, on s'aperçoit que ça marche. Ouh là là. Et là, ça devient excessivement critique, et ça donne des problèmes qui sont des problèmes, par exemple, qu'on peut rencontrer avec l'intelligence. Vous avez, par exemple, une courbe d'évolution de l'intelligence chez l'homme. Évidemment, depuis le début de l'humanité, même avant, les Prociniens, etc., etc. Elle a mis des millions d'années à évoluer, jusqu'à ce que, juste après la guerre, avec la cybernétique, on invente des machines qui sont des machines à penser, au sens des machines de Turing, qui, elles, sont l'idée par quoi? Par deux choses: la puissance des nouveaux algorithmes de calcul et la puissance des matériels qui fabriquent ce calcul, qui supportent ce calcul. Et on a des machines qui ne font pas de l'intelligence humaine, mais qui font comme si elles étaient intelligentes. Et c'est ça le problème. Et cette espèce d'explosion de la puissance des technologies, à un moment donné, rattrape la première courbe. On appelle ça, ce point-là, le point de singularité technologique. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Voilà. Mais on ne va pas tarder à y être. Et il y a toute une théorisation qui se fait, notamment l'idée par les technologues dont je vous ai parlé, les Chinois et les Américains, et les autres, mais tous ces gens-là qui travaillent sur ce qui sera après, et qu'ils appellent le transhumanisme. Et vous avez même des universités du transhumanisme. Vous avez sur la base de Mopet en Californie, l'université de la singularité. Mais vous en avez d'autres en Chine. Vous commencez à avoir des écoles qui travaillent sur ce type de choses-là, au Japon, etc., etc.
Inutile de vous dire qu'en France, malgré le grand plan de M. Villani lancé par le président de la République, avec le courage que je le félicite, au Collège de France, nous sommes un petit peu en retrait par rapport à tout ce qui se passe. Et il convient peut-être d'anticiper au niveau européen des choses pour rattraper notre retard. Alors, je sais bien que tout à l'heure vous avez évoqué la courbe de Hype, hein, celle qui est en bas, inventée par Gartner. Ça va bien, puis ça va pas, et puis ça se stabilise. Cette courbe de Hype, elle est quand même écrasée par des grands principes que l'on rencontre en biologie, que l'on rencontre en économie, et que l'on rencontre aussi en psychologie. Ces grands principes, c'est quoi? Ce sont les destins de l'exponentiel, avec une logique d'expansion, ou une logique d'expansion qui rencontre sa propre résistance à l'avancement, et donc qui va se stabiliser, c'est une courbe sigmoïde, ou alors des logiques de déclin. Eh bien, ces trois logiques sont excessivement réfléchis par les technologues dont je vous parlais tout à l'heure, qui ont décidé de mettre en œuvre les technologies pour combattre les deux hypothèses, qui sont les deux hypothèses défavorables pour eux, à savoir la courbe logistique et la courbe de déclin. Et le but du transhumanisme, ça va être de créer les moyens de dépasser ces freinages. Et ces trois limites humaines que l'on peut rencontrer, la maladie et le vieillissement de l'individu, ils ont décidé de s'attaquer à la maladie et au vieillissement. Vous avez tous entendu parler de la lutte de la mort à la mort, qui est le programme que vous pouvez trouver partout, sur tous les serveurs de Google. Google a décidé de déclarer la guerre à la mort. Très bien. Et à la maladie. Très bien. Mais si vous avez un petit peu l'équilibre des budgets dont tout à l'heure on parlait, entre le budget de l'enseignement supérieur français et le budget de Google, on commence à se poser des questions très importantes. La deuxième, c'est la fragilité de l'espèce humaine, évidemment, avec, vous le savez, la possibilité d'avoir des supervolcans, l'impact de météorites, etc., etc. Et donc la recherche est drivée par le privé sur cela. Vous avez entendu parler des fusées pour essayer de dévier les impacts de météorites éventuels, etc., etc. Et vous avez des milliardaires qui ont décidé d'aller vivre sur Mars. Alors bon, ça paraît que ça, il y a 10 ans, ça paraissait absurde. Et vous avez actuellement des centaines de personnes, voire des milliers de personnes qui travaillent avec des salaires incomparables avec ceux qui sont proposés dans nos institutions de recherche, qui travaillent sur ce type de problématique. Et vous avez le dépassement technologique et le refus social. Et donc, ils s'attaquent à la fois au dépassement technologique, à savoir qu'ils veulent anticiper, aller plus loin encore, vers les NBIC, la convergence entre les nanos, la biotechnologie, le CRISPR-Cas9, les nanomachines, etc., l'intelligence artificielle, qui sont en train de fusionner pour essayer de donner des produits de sidération qui seront acceptés et qui permettront de reculer le refus social. Autrement dit, on va vous donner, comme vous le disiez tout à l'heure, des robots super sympas. Et on est vachement content d'avoir des robots super sympas. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tout à l'heure, vous me racontiez cette histoire tout à fait merveilleuse du roman de science-fiction où des extraterrestres arrivaient sur la Terre et la première chose qu'ils faisaient, c'est donner des jouets dont on n'avait aucune idée de ce que c'était aux gamins. Et les gamins trouvaient ça extraordinaire et disparaissaient. Cela, donc, disparaissait métaphoriquement de l'humanité. Donc, on est un petit peu dans ce type de problématique. Et je vais prendre un deuxième exemple, c'est celui des robots. Alors, les robots, j'en ai plein à l'école. Alors, les robots ça circule. Bonjour, vous allez où? Au bureau de monsieur machin, suivez-moi. Et hop, s'il roule, etc. Et vous les suivez. Voilà, regarde, c'est très, très super sympa. Et les robots, on les a de plus en plus. Et on les a où? Au boulot, au travail. Vous allez à Bordeaux
dans l'usine qui fabrique les Rafales, il y a certes des hommes, mais il y a aussi beaucoup de robots. Allez voir un petit peu les chaînes de montage des voitures. Chez Peugeot, chez Renault, chez Volkswagen, chez Mercedes, etc., etc. Vous les avez aussi pour faire ce que l'homme ne peut pas faire en termes de précision, notamment la manipulation chimique, etc. Et puis, vous l'avez de plus en plus chez vous. Imaginez que l'on vous aurait dit il y a 20 ans, tiens, j'aurais Alexa à qui je demanderais de régler la température, de fermer les volets et de me faire écouter la 3e symphonie de Beethoven. Par tel orchestre. C'était absolument inconcevable. Et pourtant, actuellement, vous avez de ce type de robots ici. Et ça pose le problème de la vie avec les êtres artificiels. Alors les êtres, c'est quoi? C'est des machines qui font comme si elles étaient intelligentes. Bien évidemment, Siri, tout à l'heure, je l'ai utilisé dans la voiture lorsque je conduisais, en disant « Hello Siri, est-ce que tu peux envoyer un SMS à monsieur machin pour dire que je serai en retard ?» Voilà. Et ça marche. Enfin, je conduis, il le fait. Voilà ton message que tu as dit, est-ce que tu veux que je l'envoie? Oui, je l'envoie. C'est envoyé. Ça fait comme si c'était intelligent. Car je peux vous assurer que même il y a quelques années, j'aurais demandé ça à des collaborateurs ou des collaboratrices, je me serais fait littéralement jeter. Et actuellement, ces personnes-là sont inquiètes par rapport à leur emploi. Donc on arrive à un système tout à fait particulier, qui est celui de ce que l'on attribue comme de l'altérité par rapport aux robots. Et vous savez très bien qu'il y a des gens qui demandent à pouvoir se marier avec des robots. Oui, tout à fait. Et c'est un débat. Il y a une Française aux États-Unis qui souhaite se marier avec le robot qu'elle a construit. Donc, tout à l'heure, vous parliez d'un cas clinique. Bon, je ne veux pas dire qu'il s'agit de quelque chose de similaire, mais on n'est pas très loin. Et vous avez l'État de Corée du Sud qui est actuellement en train de travailler pour modifier sa constitution, pour donner un statut d'être au robot. Voilà. Alors, on peut dire c'est la folie, ça ne sert à rien. N'empêche que il y a, je ne m'aventurerai pas sur le terrain juridique, notamment après l'exposé brillant et tout à fait convaincant que nous avons, mais néanmoins, il y a quand même une dizaine d'années, un chien, c'était un meuble. Si vous embêtez, vous le tuiez, vous l'enterrez, c'était un meuble, comme un ordinateur. Voilà. Depuis, ce sont des êtres sensibles. Et si on leur fait mal, on va en tôle. Et qu'est-ce qui va se passer avec les robots? Est-ce qu'on a le droit de tuer les robots? Est-ce que vous avez le droit de supprimer le robot de votre gamin qui s'est attaché à un robot parce que vous trouvez que la relation devient pathologique? Est-ce que vous y avez Alors ce sont des questions qui sont des questions très, très compliquées. Et ces questions très compliquées, bon, vous connaissez évidemment tous, je suppose, les expériences de pensée. Hein, vous connaissez l'expérience du tramway qui dévale, qui va tuer 5 personnes. Vous pouvez tirer sur un aiguillage et donc l'envoyer sur une voie de garage, mais malheureusement, il y a une personne. Et qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous tuez 5 personnes ou est-ce que vous laissez les laissez vivre et par contre vous tuez une personne? En termes de raisonnement utilitariste, les sociologues ont très bien démontré ça. Bon, raisonnement utilitariste, tout le monde dit bah, il vaut mieux une que 5. Voilà. Mais si c'est votre enfant qui est sur la voie de garage, ça vous pose d'autres types de problèmes. Voilà. Si c'est une personne âgée, bon, ça pose moins de problèmes. Si c'est etc., etc. Bon, et si c'est un étranger, etc. Regardez un petit peu ce qui se passe lorsque vous avez une catastrophe. Lorsque vous avez une catastrophe, vous avez, je ne sais pas combien de personnes, 3 personnes qui sont mortes dans un incendie d'une cathédrale, par exemple, je prends un exemple, en France, et vous avez 300 personnes qui viennent être jetées dans le Nil, dans une autre contrée du monde, la vie de la personne n'a pas la même qualité, voilà, la même quantité d'affect, ne développe pas la même quantité d'affect. Alors imaginez maintenant que ça ne soit pas un être humain, mais ça soit un robot qui soit à l'aiguillage.
Le problème du robot, c'est qu'il faut le programmer. Et vous le programmez comment? Avec elle, pour que ça corresponde à des valeurs japonaises, des valeurs chinoises, des valeurs françaises, américaines, de Nantes ou de Bordeaux. Voilà, nous sommes dans ce type de situation un peu compliquée. Et ce type de situation, eh bien, on les trouve évidemment travaillés par les spécialistes de Tesla. On les trouve travaillés par les spécialistes de Audi. On les trouve travaillés par les spécialistes de toutes les voitures autonomes. Mais au-delà de ça, et nous avons eu un travail très important il y a maintenant 2 ans avec l'inspection générale des armées, de l'armée de l'air et de la DGA, les systèmes d'armes létales autonomes. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un truc qui peut donner la mort, et qui est fait pour donner la mort. Mais la mort d'autrui, évidemment. Vous savez que cette année, à partir de cette année, les drones qui sont à Cognac, développés à Cognac, ces drones-là vont être armés. C'était une originalité française de ne pas avoir de drones armés. Or, ces drones vont être armés, mais on a toujours dit, et le ministre, la ministre a dit, mais ça sera toujours un homme qui appuiera sur le bouton. Mais il y a 10 ans, le ministre de la Défense disait, les drones en France ne seront jamais armés. Vous pouvez trouver tous ces textes-là. Donc, l'évolution des mentalités, de la culture et de la pression sociale sont telles que les barrières d'aujourd'hui ne seront pas les barrières de demain. Et nous sommes dans des situations où, vous les voyez, hein, vous avez énormément de recherches qui sont faites par Boston Dynamics, par exemple, sur les big dogs qui sont armés. Vous avez on le sait, des développements qui sont des développements d'armes de Salah faits par les Chinois. On suppose que les Américains ne sont pas en reste. En tout cas, faut-il s'interdire de le faire, quitte à envoyer nos gendarmes humains avec leurs armes ou leurs matraques, lanceurs de balles, lorsque d'autres personnes leur enverront cela en face. C'est un vrai problème qui touche non seulement à l'acceptation, mais à l'indépendance nationale. Faut-il interdire cela? Comme pendant des années, la défense s'est interdit de travailler sur la cybersécurité offensive. Alors que maintenant, vous avez des bataillons qui s'occupent de cybersécurité offensive. Nous avons donc tout ça qui est en train d'évoluer. Ce que je veux dire, c'est que tout ça est lidé par la pression technologique. J'ai entendu tout à l'heure vos arguments. Néanmoins, si on regarde un petit peu le développement de cette logique exponentielle, on a des changements technologiques excessivement rapides, alors que l'acceptation sociale est beaucoup plus lente. Mais en dessous de l'acceptation sociale, il y a la progression marchande. Pourquoi? Parce qu'il faut bien pouvoir vendre ce que l'on a fabriqué alors qu'on sait que c'est obsolète. Les iPhones que l'on vous donne sont des iPhones obsolètes. Mais il faut bien les vendre, puisqu'il faut écouler ce qui a été fabriqué. Donc il y a, dans la progression marchande, un frein par rapport au changement technologique, à l'évolution technologique. Et l'évolution politique et l'évolution juridique, évidemment, prend encore plus de temps. Il s'agit du temps de la pensée. Or, la pensée, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est celle qui évolue selon la courbe de progression excessivement lente, alors que les technologies évoluent de manière excessivement rapide. Alors là-dessus, on peut faire une espèce d'inventaire des positions. Je ne prends pas position, moi, là-dedans, je ne vous dirai pas où je me situe, mais enfin, vous pourrez peut-être avoir un diagnostic de ces positions, de ces postures. Le premier, c'est ce qu'on appelle le néoludisme. Ned Ludd, c'était en 1782, quelqu'un qui, dans le nord-est de l'Angleterre, a pris la tête d'un mouvement de révolte pour casser les machines à tisser. Pourquoi? Parce que c'était progrès qui allait engager l'emploi des tisserands. Ce terme est devenu un mot non commun, telle enseigne qu'en 1810,
la première lutte contre les machines s'est appelée néo-ludiste. Et depuis, on utilise le terme. Les néo-ludistes, c'est ceux qui ne veulent pas de roues parce que ça n'a aucun intérêt, ou qui sont pour que l'on arrête les machines, le progrès technologique, qu'on n'utilise pas le CRISPR-Cas9 parce que c'est anti-éthique, etc., machin, tout ça, alors que ça se fait, vous l'avez vu, en Chine. Alors, la deuxième position, c'est justement celle qui dit on ne peut pas l'arrêter, donc réglementons. Donc, on accepte, mais contraint. Et donc, j'ai entendu parler tout à l'heure, on a discuté, et je suis tout à fait d'accord avec vos arguments. C'est la limitation, la qualité, les normes, les labels, la déontologie. La déontologie, c'est quand même la meilleure façon d'empêcher les gens de faire n'importe quoi. Les recommandations, les interdictions, les sanctions, etc. etc. Et la troisième position, c'est des gens qui vous disent de toute façon, ça se fera. Que vous mettiez un gendarme là, ça passera par à côté. Que vous essayez de casser tout ce qui se fait, ça se fera quand même. Donc, jusqu'ici, tout va bien, on arrive à s'adapter, de toute façon, il n'y a rien à faire, laissons faire. Et la troisième position, c'est une position qui a été développée, notamment assez récemment dans l'économie française, à savoir, au contraire, ça peut avoir un intérêt positif pour l'homme et ça peut faire de la richesse économique. Donc faisons-le. C'est pour ça que dans les écoles d'ingénieurs, tous les élèves, c'est pas certain, tous les élèves ingénieurs sont invités à créer des entreprises avec des projets, ils font n'importe quoi. Enfin, pas n'importe quoi. Ils font tout, et ils peuvent faire aussi n'importe quoi. Mais peu importe. L'important, c'est qu'ils fassent de l'entreprise, qu'ils soient formés à cela. Donc, il y a forcément des choses qui apparaissent, qui sont des choses qui vont être confrontées à la logique médicale, à la logique éthique, à la religion, etc., etc., etc. Donc, on a à peu près ces quatre types de positions. Ces quatre types de positions avec refuser, contrôler, laisser faire, favoriser. Alors, refuser, c'est moins, moins et moins. Hein, on casse. Contrôler, c'est bon, moins, moins, mais bon, ça plus. Si ça peut sauver les gens, on veut bien le faire, mais sous la norme du Comité national d'éthique, dont la compétence, ça s'arrête à la frontière franco-espagnole. Le troisième, c'est laisser faire. Alors, laisser faire, bon, c'est plus ou moins. Bon, de toute façon, c'est pas grave. Et au contraire, favoriser. On va demander au commissariat à l'investissement de favoriser la recherche dans le domaine. Et vous avez des appels d'offres actuellement sur les néotechnologies. Cette position, j'aime bien la croiser avec une autre position un peu plus ancienne, qui est due à Nicolas Agarthe, qui a écrit un bouquin sur l'eugénisme. D'accord, d'accord. Dans 3 minutes, je vous laisse la parole. D'accord. Allez, bon, on va négocier. Nicolas Agarthe, il a proposé, par rapport à la modification du génome, il a proposé 4 positions éthiques, 4 positions morales. Morale pour la thérapie, autrement dit pour la santé, morale pour la nature, pour la sauvegarde de la nature, ça n'a rien à voir avec la santé, morale pour la nurture, autrement dit l'évolution de l'homme, et l'évolution sociale, socio-culturelle de l'homme, et le post-libéral futur, c'est-à-dire on n'a rien le droit de m'imposer à moi-même. Si je veux m'implanter des puces, j'ai le droit. Et si je veux me changer mon génome, j'ai le droit aussi de le faire. Et ces 4 positions sont incompatibles les unes avec les autres, d'après Nicolas Agarthe. C'est-à-dire que soit vous voulez protéger la nature et le cosmos, et dans ce cas, vous ne pouvez pas privilégier le progrès de l'homme. Le progrès de l'homme, par exemple, les usines. Hein, Internet, la blockchain, voilà, c'est quelque chose de vachement bien, la blockchain. Mais tout le monde sait qu'on n'a pas les moyens écologiques de la mettre en œuvre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on détruit la planète. La thérapie, on sauve les gens, d'accord, très bien. On sauve les gens, mais est-ce que c'est cohérent avec la protection de la nature?
Et il y a des projets comme ça qui sont incompatibles les uns avec les autres. Donc, ce que je propose, c'est que nous avons publié là, il y a quelque temps, c'est une espèce de croisement de ces deux catégories, avec évidemment les néoludistes, la position de l'éthique, oui, mais que pour la santé, ou que pour la protection de la nature, ou que pour l'évolution du monde, ou que pour le bien de l'humanité. Et vous avez là déjà des positions au sein même de cette position de réglementation qui sont incompatibles les unes avec les autres. Vous avez, de toute façon, ça se fera, aussi à voir avec le filtre des quatre positions de Lagarde, et le libéral qui, lui, incite, mais incite pour la santé, incite pour la nature, ou incite pour d'autres champs, etc., en sachant que le néolibéral, qu'est-ce qu'il fait? En même temps, pour qu'il puisse fonctionner, il faut qu'il aille casser ce qui se fait à côté, ou alors qu'il aille faire interdire par des lobbies que d'autres puissent le faire, etc., etc., ou alors qu'il le fasse de manière décomplexée en disant que de toute façon, le meilleur sortira de la compétition économique. Voilà ce que je voulais vous présenter, très modestement, et je vous remercie de votre attention.